Bonjour Paul. Bonjour Nicolas. Écoute, je suis ravi de te recevoir dans Comptoir AI, épisode, numéro 2. Merci de participer, au podcast. Merci à toi de me recevoir. Ben, je suis ravi. Écoute, on est le mardi 31 janvier 2023, et heu, ravi de te recevoir donc pour cet épisode de Comptoir AI. Pas mal d'actualités, on n'arrête pas de parler de ces sujets. Heu, il vient de se passer donc là le 23 janvier, l'opération qui était attendue, entre Microsoft et OpenAI, a eu lieu. Microsoft a réinvesti 10 milliards de dollars sur une valo de 29 milliards pour OpenAI, donc ce qui fait beaucoup pour une start-up, ça fait beaucoup parler. Au-delà de tous les mécanismes, de capping qu'il y avait sur cette opération, et de toutes les particularités en passant d'une entreprise non-profit à une entreprise for profit pour OpenAI. On voit qu'il y a quand même, beaucoup d'enjeux pour Microsoft, beaucoup d'enjeux pour son CEO suite à l'investissement qui avait eu lieu d'1 milliard de dollars, où on voit que Microsoft, en fait, prend d'un coup beaucoup d'importance, sur des terrains hyper innovants, se rapproche, aussi donc des de Google, et on pense aussi que ça va être un terrain de jeu évidemment génial pour Azure. Donc c'est pour ça que je suis hyper content que tu participes au podcast, parce que en tant qu'expert, je suis ravi d'avoir un peu ton point de vue. Donc toi, Paul, en fait, tu es tech lead IA chez Avanade, MVP Microsoft, tu es statisticien de formation, tu as enseigné aussi, tu as fait de la formation, et je suis vraiment, donc très curieux que tu nous aides à aller un petit peu plus dans le détail sur ce qui se passe en ce moment. Et si tu veux bien, je vais commencer juste par redonner effectivement, rebondir un peu sur la présentation que tu viens de faire pour dire d'où je parle. Je pense que c'est important Avec plaisir. pour les auditrices, les auditeurs. Donc Avanade, c'est un intégrateur Microsoft, effectivement, donc mon employeur a un lien fort avec Microsoft. Et le titre de MVP, c'est une distinction que Microsoft donne, on est à peu près aujourd'hui 3000 dans le monde, à des gens Mmh. qui sont à la fois sur l'expertise technique et sur de l'animation de communauté, donc ils font des podcasts par exemple, voilà, ou des blogs, qui font des meet-up dans le monde physique, donc qui partagent en fait toutes les informations qu'on peut avoir autour des technologies Microsoft. Et effectivement, ma casquette en termes de diplôme, c'est statisticien, parce que data scientist à l'époque, ça n'avait pas encore fait le buzz. On était data miner, même si je me souviens bien. Voilà. Quand tu es sorti des études. Mais ça, c'est très intéressant, parce que c'est vrai que ça a beaucoup évolué. On en parlait déjà ici. On vient à la base, heu, on vient à la base, des bases de données, ensuite, du big data, de la data science. Aujourd'hui, on arrive, au LLM, au large language model. On voit qu'il y a une évolution, complète par rapport à ça. Mhm. Donc Et des nouveaux métiers en fait, ou des nouvelles appellations. oui, 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 et effectivement, l'un de mes domaines professionnels, c'est le MLOps. On a vu fleurir pas mal de déclinaisons autour des titres de ML ingénieur, MLOps ingénieur, au croisé du monde du machine learning et du DevOps. Mais là, effectivement, sur le sujet qui va nous animer aujourd'hui, on est encore sur encore une autre démarche, une autre sphère finalement qui s'ouvre à nous. Alors l'intelligence artificielle, on en parle depuis les années 50, hein, Mmh mh. et effectivement, elle a connu différents hivers. Et là, on sent que c'est l'été, même si on est au mois de janvier, comme tu l'as dit, on est quand même à un pic estival assez important de l'intelligence artificielle. Et tu as cité Google, tu as cité Microsoft avec Azure. Une société comme OpenAI, avec le fonctionnement de modèles, hein, donc qui se base sur du deep learning, hein, donc qui nécessite des puissances de calcul assez phénoménales. Effectivement, une société comme OpenAI ne peut que s'appuyer sur des grands du cloud public actuels, d'où la Mmh, nécessité de partenariat. Et effectivement, l'investissement de Microsoft bien peut sûr. paraître conséquent. Alors, on peut le relativiser aussi, parce que Microsoft, si je me trompe pas, c'est une société évaluée à peu près à 1 milliard à 1000 milliards. Ouais. Mmh mh. Voilà, donc 1 000 000 voilà, 1 trillion, donc 10 milliards sur 1 trillion. Bon, il y a un petit peu de marge, mais effectivement, le coût passe
enfin, le placement que Microsoft se donne auprès de ces technologies-là est assez fort et marque, Mmh, ouais, peut-être un tournant dans beaucoup de produits. On parle d'Outlook, bien sûr, pour du traitement de mail. On parle on bien peut sûr. imaginer tout ce qu'on peut faire dans les outils bureautiques de la suite Office et moi, je le vois dans mon quotidien. Alors, je fais un tout petit peu de développement, mais effectivement, mon quotidien de développeur est bouleversé par un produit comme GitHub Copilot. Bien sûr. Alors c'est exactement les sujets qu'on va développer. Heu, Peut-être pour revenir un tout petit peu en amont, Paul, pour profiter un peu de ton expertise, heu, qu'est-ce qui différencie tu as cité les hivers de l'AI, dont on a parlé, des hivers qui ont duré bien longtemps. Qu'est-ce qui différencie aujourd'hui pour toi cette nouvelle forme, d'AI générative de ce qui s'est passé avant? Pourquoi d'un coup on a un nouvel été? Mmh. On est, je pense que alors il y a l'aspect génératif, mais il y a l'aspect généraliste aussi. Voilà, je pense que c'est un des points forts. Si on prend AlphaGo, on remonte pas si loin que ça, hein. AlphaGo, on est il y a à peine une dizaine d'années. AlphaGo, c'est le moteur qui sait battre le meilleur joueur de l'époque au jeu de Go. Bien sûr. Si je demande à AlphaGo de me donner le trajet pour aller, dans la ville, d'à côté, il va pas savoir le faire. C'est-à-dire qu'on est face à un modèle d'intelligence artificielle qui est très spécifique, qui sait jouer au Go, mais Mmh mh. qui sait pas faire autre chose. Et effectivement, aujourd'hui, face à ces modèles génératifs, en particulier à GPT-3, qui est derrière Mmh. ChatGPT, GPT 3.5 si on veut être précis, on est sur quelque chose qui est assez troublant parce que on a finalement une multitude d'usages euh, et Ouais, on est presque finalement un peu. Tout à l'heure, je me suis confronté au prompt de GPT-3, c'est-à-dire à la page blanche en fait devant laquelle on va avec laquelle on va interagir pour utiliser le modèle et finalement on a un petit peu cette angoisse de la page blanche parce bien qu'en fait sûr. on se dit mais qu'est-ce qu'on pourrait faire, quel est le potentiel, par quel bout on va le prendre. Alors bien sûr qu'on peut imaginer de la classification de texte, on peut imaginer générer des textes, et l'outil est prévu pour ça, mais il y a tellement de choses avec, on peut aller chercher, faire du search, de la recherche, on peut aller faire de la traduction, on peut aller faire de l'écriture de code. Le champ des usages avec un seul modèle, c'est vraiment étendu, et ça, c'est un premier facteur, à mon avis, qui est différenciant par rapport à ce qu'on a pu connaître auparavant. Et là, si on revient vraiment depuis décembre 2022 là sur le buzz qui est autour de ChatGPT, le fait qu'on en entende partout parler dans des médias publics, au repas de famille, etc. À mon avis, là, ce qui a vraiment joué, le déclic, il est pas tant dans la performance, Mmh. mathématique, du modèle, parce que ça fait quelques années finalement, voilà, les initiés, la petite communauté autour de ça connaît ce type de modèle, mais on est sur l'interface, en fait. Et là, je pense que le déclic, Mmh. ça a été vraiment cette idée d'avoir, un échange, un chat qui marche et pas le Ouais, chat de la deuxième ouais, bien sûr. l'application où on demande finalement à rencontrer un humain parce qu'on n'en peut plus d'avoir un échange assez robotisé. Mais je trouve ce que tu dis hyper intéressant et ça me fait repenser, au premier épisode que j'ai pu faire avec Yann Lechel où en fait, on se disait avec Yann, il me disait qu'au final, on reparlait plus tant que ça du test de Turing dans les médias. Enfin, on en parle, mais on pourrait en parler beaucoup plus en se disant qu'on pourrait considérer que dans plein de domaines, ChatGPT l'a dépassé. On était très intéressés par Deep Blue, on a été très intéressés par AlphaGo sur des disciplines très particulières et avec, des vraies expertises, on pouvait voir les équipes de DeepMind, il y a un docu Netflix là-dessus, c'est hyper impressionnant. Mais de la même manière, si tu prends en fait, les conversations de Noël, les médias mainstream et tout ça, on n'en a pas tant parlé que ça. On parle, aujourd'hui juste d'une intelligence artificielle pour tout le monde, comme un chat. En fait, on en parle comme un chat Messenger, Facebook, ou WhatsApp. Heu, on revient même pas, tellement c'est simple et accessible. On ne revient même pas en fait, à ce qu'il y a derrière, ce qui semble assez magique et naturel, au niveau, AI générative. Mmh. Et c'est, enfin, tu parlais du test de Turing et c'est important de souligner que ChatGPT, alors on fera bien la différence entre GPT-3 qui est vraiment un modèle avec lequel on va pouvoir faire de la prévision Ouais, de texte, enfin on pourra générer les mots suivants, et ChatGPT qui est son implémentation dans une forme de discussion, d'agent conversationnel. ChatGPT va se refuser
à l'anthropomorphisme en fait. Si on lui dit quel est ton sentiment, quelle est ton humeur du jour, est-ce que tu as, voilà, est-ce qu'on essaie de le pousser sur le terrain des sentiments, de la conscience, il va se refuser à le faire. Il va répondre, enfin le modèle va répondre. Alors on va essayer de pas faire tomber dans Mmh. l'anthropomorphisme justement. Le modèle va répondre que voilà, c'est un modèle, c'est quelque chose, c'est un Oui. voilà, ça n'a rien d'humain. Et effectivement, il pose la limite très fortement. Alors, est-ce que le fait d'avoir l'échange de conversation a été peut-être le petit déclic inconscient anthropomorphique que nous on attendait humain justement pour euh, avoir ce rapport plus grand public? Ben, peut-être que c'était le cas, mais en tout cas, Mmh. effectivement, on ne parle plus de ce test de Turing parce qu'il est de fait euh, refusé par l'outil. C'est accepté, ça y est enfin oui, exactement, c'est refusé. Il est bloqué là-dessus pour se différencier, tu veux dire, de manière, au premier contact, pour, bien se différencier et ne pas se faire passer par un pour un être humain, c'est ça? Oui, et ça, si on rentre un peu dans le détail, si on creuse un peu la spécificité de ChatGPT, c'est qu'il a été, il est basé sur ce fameux modèle GPT 3.5, Mmh. modèle de langage naturel, mais Ouais, il a été, complété, on va dire, par ce bien qu'on sûr. appelle de l'apprentissage par renforcement, où là, Ouais. c'est des êtres humains qui ont choisi les meilleures réponses parmi ce que le modèle pouvait prédire, enfin, qui l'ont guidé et il est encadré par des règles. Alors, qui a édicté ces règles? Bon, c'est la société OpenAI, hein, bien sûr, mais comment elles ont été conçues, tout ça, c'est assez intéressant d'y réfléchir parce on est face quand même effectivement à un outil dans lequel les garde-fous ont été très fortement posés. Et ça, on peut le ramener à, à l'échec entre guillemets du moteur Galactica de Meta, hein, donc la société mère Oui, de Facebook. tout à fait. C'était en décembre, novembre ou décembre, hein, de mémoire, que Galactica donc est sorti et c'était l'ambition de Galactica était d'avoir lu en fait tous les papiers de recherche et d'être vraiment un moteur dans lequel on puisse, nous humains, on n'a pas la capacité aujourd'hui de lire tous les papiers de recherche existants, donc on aurait aimé avoir une synthèse rapide avec ce moteur Galactica. Et en fait, Galactica a un peu dérivé comme plusieurs de ses prédécesseurs hein, sur son Mmh. comportement, sur les thèmes. Il y a eu des exemples assez douloureux sur le vaccin, par exemple. Enfin, voilà, Ouais. des choses où le moteur s'est mis à rendre des avis divergents avec une partie d'avis qui était clairement Mmh. l'éthique des fake news. Donc voilà, donc Oui, on, c'est ça, on a on a parlé de mensongers, de biais mensongers, de biais qui pouvaient même être, racistes, ce mmh, qui a fait peur, en fait, au plus haut niveau, chez Facebook, Meta, ouais. oui, oui, oui. Et effectivement, ChatGPT est peut-être l'un des premiers à pas tomber dans ce travers-là, même s'il faut vraiment faire attention à ce qu'il génère, parce que si on va détailler un petit peu plus d'un point de vue Ouais. statistique Mais comment se mais fait alors la génération. Paul, justement et juste pour revenir sur ce que tu disais sur le reinforcement learning, c'est en tout cas, on pense que c'est aussi cette couche qui fait qu'aujourd'hui, on considère qu'il déborde pas trop. Mmh. Oui, oui, parce qu'on l'a vraiment encadré, hein, par effectivement par des réponses, enfin la correction humaine. On parle de reinforcement learning with human feedback, donc Ouais. RLHF. Voilà, Mmh. et effectivement, c'est feedback humain, donc c'est des opérateurs qu'on appelle des annotateurs, hein, des gens qui ont Ouais. labellisé finalement les propositions, ont guidé, ont mis vraiment des barrières pour éviter certains biais. Alors moi, j'ai été très surpris, enfin, j'ai même vu qu'en fait, ChatGPT à la base était même pas sûr de voir le jour et qu'à la base, c'était plutôt un projet interne, d'OpenAI qui était en fait un projet heu, d'entraînement, de développement sur GPT-3. Mmh. Donc c'est marrant de voir à quel qu'aujourd'hui le produit fini qui sort et qui a un succès incroyable, qui est celui qui passe, le plus rapidement possible en 5 jours de 0 à 1 000 000 d'utilisateurs, ben, c'est un produit qui au final n'était même pas forcément pensé pour, être commercialisé. Mmh. Et ça pose question, hein, cette idée de commercialisation du produit, parce que alors là, on va sans doute aller parler après un peu plus de l'intégration dans Azure et effectivement d'un usage professionnel, parce que si on utilise Azure, c'est plutôt effectivement dans le cadre voilà, d'une entreprise, d'une organisation. Mais Mmh mh. aujourd'hui, dans sa déclinaison de ChatGPT, effectivement, c'est gratuit. Alors, si c'est gratuit, c'est parce qu'on entraîne aussi sans doute sûrement encore un petit peu le modèle, Mmh. mais effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas de modèle économique déjà heu, très, très clairement établi sur cet outil, ouais. Ouais, ouais. Hem, donc hem
justement, donc je pense que donc sur les avancées en tout cas des GAFAM, OpenAI, donc fait une avancée majeure en étant le 1er vraiment à sortir un produit, public. Hem, Toi, tu vois comment leurs différentes avancées? Enfin, tu parlais de Galactica tout à l'heure, il y a aussi, ben, il y a DeepMind, il y a Apple qui fait des choses. Heu, est-ce que tu penses que les autres acteurs s'arrêtent, n'ont pas encore sorti de produits pour des raisons de business model, peut-être de safety, aussi? Je pense qu'effectivement, ce sont 2 des principales raisons, hein, qui sont, Mmh, que là, en ce moment et voilà, il faut trouver vraiment, le bon modèle économique. Si on peut-être qu'un modèle économique de de ciblage, marketing, par exemple, enfin, mmh voilà, comme, enfin, je pense à la société Criteo, par exemple, en France, donc ouais, qui a fait vraiment son business autour de ça. Hem, c'est peut-être quelque chose qui paraît sur le papier plus rentable. Aujourd'hui, on voit des multitudes de scénarios d'utilisation potentiels avec GPT-3. On voit peut-être un tout petit peu moins l'aspect, monétisable de la chose, mmh, si on le regarde d'un point de vue professionnel. bien Et, sûr. heu, et là, peut-être que Microsoft a joué quand même la bonne carte au bon moment parce on a quand même ce fameux effet aussi dans le monde du numérique, du premier qui, voilà, qui rafle la mise Bien sûr, et ça sera peut-être difficile pour les autres d'arriver ouais. à se remettre Le sur ce le le terrain. le 1er entrant, tout à fait. Mais alors et donc justement, Paul, est-ce que tu peux nous en dire plus en effet sur Microsoft, Azure? Parce qu'en fait, il se passe déjà des choses depuis plusieurs mois, même plusieurs depuis quelques années. Et qu'est-ce qui s'est passé? Où on en est aujourd'hui? Et qu'est-ce qui se profile selon toi comme intégration, prochainement? Mmh. Alors l'intégration la plus, tangible aujourd'hui, hein, c'est la disponibilité des services OpenAI dans le portail Azure, donc dans le cloud public Microsoft. C'est depuis quelques mois sur ce qu'on appelle un mode de private preview, donc d'accès, privé et c'est depuis, décembre en disponibilité générale, GA comme aussi comme on dit dans le jargon, du cloud. Concrètement, en fait, ça veut dire que, je peux aller, déployer un service OpenAI dans Azure, comme je peux déployer une base de données, comme je peux déployer un data lake, ce Mmh. genre d'outils, ou un service cognitif, hein, parce que voilà, on avait déjà quand même chez Microsoft toute une déclinaison de services d'intelligence artificielle déjà entraînés, pour faire du speech to text. Ce que je suis en Oui, train de dire, par exemple, peut s'écrire en sous-titres sous l'écran, ouais. pour faire alors, j'allais dire de la reconnaissance faciale, mais j'en reparlerai un petit peu parce qu'il y a eu des encadrements un peu plus sur ce genre de choses. Enfin, Mais ce qui est donc hyper intéressant, ce que tu dis, c'est qu'en fait, donc vous utilisez déjà des tools OpenAI qui ne sont pas ChatGPT, pour, réaliser des intégrations, vous travaillez avec, des API? Alors des API de services cognitifs, hein, j'insiste bien sur le nom, la dénomination marketing chez Microsoft, donc c'est Cognitive Services, services cognitifs, et Mmh. effectivement qui touchent, au domaine du search par exemple, au domaine, donc de la voix, Mmh mh. de la traduction et cetera. Oui, Donc tout ça, c'est des outils, oui, qui existent depuis plusieurs années, des modèles déjà entraînés, qu'on peut un petit peu spécifier par moment avec des mécanismes qu'on appelle le transfer learning, hein. Je redonne un petit peu de contexte par rapport à mon application et mon modèle sera un petit peu meilleur dans le domaine, spécifique où je vais l'utiliser. Et ça, ce sont des API effectivement qu'on appelle, donc on n'a même pas besoin d'être data scientist finalement pour utiliser ce genre de service. mmh. Plutôt peut-être d'être, enfin, Ouais, développeur front-end par exemple, hein. ouais, ouais. Et donc ça c'est de l'existant et s'ajoute aujourd'hui l'offre OpenAI dans les services cognitifs Azure. Et donc concrètement, en fait, comment on va faire? Alors, on va j'allais dire, on va provisionner le service, on va l'ajouter finalement à nos services déjà présents dans Azure. C'est pas Mmh tout mh. à fait aussi simple parce Mmh. qu'aujourd'hui, il y a quand même une nécessité d'aller remplir un formulaire. Ouais, J'insiste un peu là-dessus parce que je trouve que c'est intéressant dans la démarche. Même si le service est disponible de manière générale et voilà, ce qui veut dire, hein, qu'il est encadré par du support, par des taux de disponibilité. Il faut quand même aujourd'hui pour accéder au service, il faut remplir un formulaire. Et dans ce formulaire, on va vous demander vraiment de décrire précisément le cas d'usage auquel vous pensez avec, les modèles génératifs de d'accord, donc tu es pas d'OpenAI. en libre accès quand même. Il y a quand même un
u ouais, un formulaire, une application à remplir. Mmh. Voilà, il faut quand même préciser ce le cas d'usage qu'on veut en faire. Microsoft donne une quinzaine de domaines, dans lesquels ça pourrait être, alors ils appellent ça domaines, à risque élevé, donc par exemple, la justice, la santé, des choses comme ça, où D'accord. on pourrait très rapidement en fait, hem, mal utiliser l'outil GPT-3 par exemple. Donc ça Toi, tu as c'est déjà rempli ces formulaires, sur certains projets? Mmh. oui, 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 on a été amenés déjà à les renseigner, ouais. Et la validation, a été, Ça a rapide? pris 48 heures sur le dernier que j'ai pu faire, c'est de plus en plus rapide là, de ce que je peux voir OK. et une fois que voilà, une fois qu'on a passé ce formulaire, alors sur lequel on s'engage aussi et c'est un autre point intéressant, on s'engage beaucoup aussi autour de la, alors bias mitigation, enfin j'ai des termes anglais qui me viennent, mais le fait d'atténuer les biais, hem, Mmh mh. alors si on veut, je sais pas, développer un modèle où on sait que l'âge va avoir une forte influence sur les Ouais. réponses données par le modèle, eh ben, il va falloir quand même, bien encadrer ça, comprendre au moment où on fait le développement de l'application, comprendre quelles sont les conséquences de l'âge de la personne, par exemple, sur la réponse et puis trouver des moyens d'encadrer, de monitorer, de surveiller tout ça quand on sera sur la partie production. Donc il y a vraiment des engagements à prendre au travers de ce formulaire, sur le cadre dans lequel on va utiliser, les modèles, OpenAI. Et ça, c'est la première étape. Et effectivement, au bout de quelques jours, voilà, vous recevez l'autorisation, vous pouvez, provisionner le service dans Azure. Et là, en fait, quelle est la différence finalement entre, enfin, OpenAI, il y a un site web, vous pouvez vous inscrire, Mmh mh. vous pouvez utiliser ce qu'on appelle le playground, si vous avez joué un petit peu avec ça. Donc c'est Mmh. on a une petite interface, un terrain de jeu en français, on va, saisir des prompts, saisir des phrases. En fait, on va retrouver la même chose, mais encadré avec, la bande bleue Ouais. du portail Azure. Enfin, il y a 2 différences profondes, et dans lesquelles on voit qu'il y a un usage professionnel qui se dégage. Heu, les data centers, hein, pareil, enfin, c'est pour Azure, c'est comme pour, GCP, comme pour AWS, ou d'autres clouds, ils sont sur des régions géographiques, hein. Il y a différentes plaques géographiques dans le monde avec des data centers. Mmh. Aujourd'hui, il y a 3 régions Azure sur lesquelles, OpenAI est disponible. D'accord. Concrètement, qu'est-ce que ça permet? C'est d'assurer une continuité de service si demain le data center, je lui souhaite pas, mais à Amsterdam, voilà, se Ouais. met à Mmh. donc qui est l'Europe de l'Ouest pour nous, heu, se met à brûler. Bon, ben, voilà, si on a 2 ressources Azure, donc 2 régions, on peut assurer une continuité de service. Le second point, alors je rentre un peu dans Tu veux dire que c'est les ressources sont oui, d'accord, continuité de service, d'accord. mmh. OK. C'est pas répliqué quoi, mais c'est les ressources sont toujours disponibles en fait, voilà. Mmh. Voilà, je vais, peut-être que j'utilise en priorité le data center d'Amsterdam, donc qu'on appelle la région Ouest Europe et Mmh. si jamais, voilà, ce data center avait un problème, ben, je rebascule sur, Très je important trouve que bien c'est sûr. South Central US peut-être ou quelque chose comme ça, aux États-Unis. Je vais privilégier bien sûr le data center proche de moi géographiquement, enfin proche Mmh de mh. mes utilisateurs pour des raisons de latence, mais voilà, on a cette capacité à avoir un usage professionnel au sens où on assure la fameuse continuité de service en cas de panne, hein, concrète d'un data Bien sûr. center. Et l'autre point qui est assez important aussi, c'est, les aspects de sécurité réseau, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, utiliser des réseaux privés. Mmh mh. Quand vous utilisez le cloud Azure, par défaut, vous passez par internet finalement, hein. Voilà. Si vous Ouais. avez un lac de données ou une base de données, bah, par défaut, vous vous connectez, en passant par internet. Mais on sécurise dans le milieu professionnel très fortement tous ces aspects-là par des réseaux privés. Et là encore, on pourra utiliser donc heu, OpenAI au travers d'un réseau privé. Mettre en Ouais. place des droits d'accès et cetera, donc toute la politique de sécurité d'identité et de réseau. Et ça, c'est vraiment les différences fondamentales avec, OpenAI tout court, quoi, OpenAI en Ah dehors ouais. d'Azure. Ah oui, oui, tout à fait. Je comprends bien. Heu, cette offre, derrière sur cette offre, elle est donc, est-ce qu'il y a un équivalent en dehors d'Azure, qu'on peut trouver sur le marché? Alors, pas à ma De donc, connaissance, mais OpenAI plus, Azure, tu vois? Enfin, j'ai pas je me demande même s'il n'y a pas un accord mmh mh. où OpenAI en fait s'engage à n'être disponible que pour l'instant que sur Azure. Mais Oui, je une ouais, exclusivité, une exclusivité. exclusivité effectivement, mais il faudrait revoir les termes du contrat, mais Et alors mais ce que je veux dire, Paul, plutôt, alors dans ce cas, c'est pour les services cognitifs, dont tu parlais, aujourd'hui pour toi
le chemin par lequel il faut passer, c'est celui-là, enfin. Ah oui, alors, par rapport, peut-être par rapport à ce qu'il y avait avant, ce qu'on appelait les services cognitifs, donc, qui faisaient Mmh. peut-être, par exemple, déjà du résumé de texte, hein. Ouais. Là, je pense qu'on a vraiment un gap, hein, très fort en termes de performance des outils. On on le voit sur le résumé, je Grâce parlais du résumé, grâce à OpenAI, mmh, GPT-3 par rapport à l'existant, ouais. sur, bah, tout à fait, ouais, résumé de texte, mais tu parlais tout à l'heure de modèles sur la voix peut-être aussi? Mmh. Alors sur la voix, là, c'est, de mémoire, alors c'est Val-I, je sais même pas trop comment on le Ouais, prononce, donc ouais, Wall-E. VA2LE, qui a un moteur de génération de voix, enfin qui est capable de lire des textes. Donc là, on est sur du text to speech, Mmh mh. en imitant votre voix et a priori des temps enfin Ouais, des échantillons d'apprentissage très, très courts, hein, de l'ordre de quelques secondes, ouais, 3 secondes, mais qui sont aussi assez impressionnants en termes de oui, donc qualité et sur en les fait, on parle de la suite, donc ça veut dire, bah, GPT, Wall-E, DALL-E pour les images, hem et en fait, on va avoir des suites, d'autres modèles sur un environnement Google, par exemple. Heu, alors oui, il y a fort à parier que Google, alors qui proposait ou AWS, hein, qui proposait déjà aussi leur service mmh mh. cognitif, équivalent, hein, sur de la reconnaissance, sur de la traduction et cetera. Il y a fort à parier qu'ils aillent aussi, eux, pousser leurs initiatives sur les large language models, donc les modèles de langage D'accord. naturel, mais vraiment en version, Ouais, ouais, ouais. assez astronomique. Oui, il y a fort à parier que ça vienne aussi, D'accord. OK, super. Au niveau de la facturation, alors je pose la question, j'ai pas envie de faire le marchand de tapis, mais on sait que c'est un vrai sujet. En tout cas, quand on a suivi l'actualité récente, OpenAI, on sait aussi que le deal avec Microsoft, il vient de là. C'est que, OpenAI a fait en 2022 peut-être 30 millions de dollars de revenus, pour une perte de 500 millions de dollars. Donc on sait qu'ils doivent trouver un business model, rapidement. Ça, c'est déjà, prévu? ah, il y a 2, 2 facturations, 2 lignes de facturation finalement quand on va utiliser OpenAI sur Azure. D'accord. On va différencier l'inférence et l'entraînement. Donc l'inférence, hein, c'est la prévision, c'est le fait d'utiliser l'API justement, en mode question-réponse, hein. Je lui envoie un petit texte et puis il me renvoie le résumé. Et là, on va avoir un système de tokens, de jetons en fait qui va, en gros se baser sur la longueur du texte. Si on résume à peu près les choses et donc là, on est sur des enfin quelques, millième, centième ou millième de centime, voilà, au niveau des inférences. Donc, parce que effectivement, Mmh. c'est des choses qu'on fait plus souvent et qui sont des petits appels, mais qui peuvent être très fréquents. Et après, on va avoir la capacité aussi à donc toujours refaire cette idée de transfer learning, hein, d'aller proposer nos fichiers de données supplémentaires et de dire finalement, moi, mon contexte, ok, GPT-3, c'est très généraliste, il sait tout sur tout, mais voilà, Il bon à connaît tout, mais il touche à connaît tout, mais tout le bon à web, rien. plus des milliers de bouquins, en effet. Ouais. Mais par exemple, donc là, un acteur se dit: «Moi, j'ai un contenu, j'ai des données plus précises, dans mon secteur», c'est ça? Voilà et on va, donc fournir ces données-là. Alors je prends pas un exemple professionnel, mais on va lui fournir les résultats de la coupe du monde 2022, par exemple, de Très foot. bien. Voilà, parce que ça a été un exemple qui a été pris souvent pour le C'est prendre à c'est défaut, parce presque il savait parfait pas que pour la France. c'est et donc voilà, on pourrait fournir ces données-là et effectivement à partir, donc lancer un réentraînement. Alors je vous rassure, hein, ce réentraînement, on va pas recalculer les 175 milliards d'hyperparamètres de de ChatGPT, sur des GPU. Mais voilà, ça va être la deuxième ligne de facturation et effectivement qui est un petit peu plus cher en termes en tarif unitaire, mais parce qu'on le fait pas, non plus, quotidiennement. D'accord, donc ça, c'est hyper intéressant. Donc en fait, on réentraîne le modèle quand même, enfin, on fait un nouvel entraînement. Voilà, Donc il y a le socle existant qu'on va utiliser, par exemple, GPT-3, c'est ça? oui. Alors je ne sais pas si c'est le cas sur GPT-3, mais sur ChatGPT, ça s'arrête en 2021 les données et il est Mmh. pas connecté à internet. Toi, ce que tu dis, c'est que, par exemple, donc la coupe du monde qui est du 2022 sur cet exemple, heu, ça nous permettrait d'actualiser, le modèle, quoi, en fait. Oui, voilà, voilà. Bon, c'est un petit exemple simple, mais Ouais, effectivement, on va, par exemple, sur des tâches de classification, on va lui donner des exemples, plusieurs types d'exemples je travaillais là, juste ce matin là sur
On fait des commentaires quand on travaille beaucoup dans le développement. En fait, on commente le code voilà, Mmh. de ces pairs programmeurs, des collègues avec qui on programme, et donc on s'échange en fait ces petites phrases de commentaires, mais ces phrases-là pourraient être classées en fait. On pourrait dire ça, attention, ça c'est quelque chose à refaire, ça c'est juste un détail, ça c'est de l'ordre de la configuration, etc. Et voilà, et en fait, j'imaginais un cas d'usage finalement assez simple, qui serait de dire, hop, bah, on repasse tous ces commentaires dans le moteur de classification, et puis hop, GPT-3 ou voilà, ou de ces déclinaisons va nous dire quels sont absolument les commentaires les plus importants à prendre en compte et qu'il faut mettre en valeur. Mmh. Et ça, on pourrait l'aider justement en lui fournissant une petite base, mais cette petite base, c'est peut-être quelques centaines de lignes, quelque chose comme ça, Ouais. où on aura étiqueté. Et ça, c'est un point important dans le aujourd'hui, hein, dans le monde de l'apprentissage automatique, du machine learning. En fait, c'est le temps qu'on pourrait passer à étiqueter. On n'a pas depuis, moi je remets ça à peu près à l'avènement des forêts aléatoires, hein, des random forests. Mmh mh. Donc il y a une dizaine d'années, sur les fameux challenges Kaggle, la blague c'était à la fin c'est random forest qui gagne, parce qu'en fait le modèle avait une telle capacité à être bon dans l'apprentissage que finalement, bon, on s'en sortait avec ces modèles-là. Mais ce qui Mmh. manque aujourd'hui dans les entreprises, c'est de la donnée de qualité. Ouais. De la donnée de qualité et de la donnée étiquetée, labellisée. Et ça, c'est vraiment, c'est très long en fait. Pourquoi c'est cher la bonne donnée labellisée? Parce que c'est très long, et que c'est souvent des êtres humains qui vont devoir, par exemple, regarder des photos, faire des petits carrés là où on trouve les zones à détecter ou des choses comme ça. Et effectivement, l'avantage de ces modèles où on a besoin d'un tout petit jeu, finalement de quelques centaines d'exemples, ça reste plus envisageable que de repartir de zéro. D'accord. Mais donc, ce que tu décris, c'est quand même un futur aussi, enfin dans les mois à venir où on va certainement, avec l'effet de mode qu'on a, on va certainement avoir quand même plein d'entreprises, par exemple du CAC 40, qui ont des données et qui vont vouloir, les intégrer pour avoir leur propre modèle, en fait. Oui, et et c'est un point Mmh. qui est important, je pense, de vraiment de pas se laisser abuser par cette idée que le modèle est généraliste et qu'il va être bon dans notre contexte, parce qu'en fait, et on s'en rend bien compte, hein, avec, quand on lit des textes générés par ChatGPT, ou même quand on regarde certaines images produites par DALL-E, Mmh on mh. est, moi j'ai repensé au fait au théorème qu'on appelle de régression vers la moyenne. En fait, Mmh un théorème mathématique qui dit qu'en fait, au bout d'un moment, enfin, on peut avoir des extrêmes, mais si on est sur de l'aléatoire, à un moment donné, on va finir par tendre vers la moyenne. Et, Mmh. hem et le fait que, GPT-3 soit entraîné sur un énorme corpus, hein, Ouais. tout Wikipédia, tout Twitter, peut-être Reddit, enfin des choses comme ça. Hem, à force de générer des contenus, finalement, GPT-3 va se retrouver face à ses propres contenus, et moi j'ai peur qu'on ait finalement cette espèce de régression vers la moyenne, Ça, où c'est finalement tout le possible. monde va dire la même chose, et quelque chose qui est Mmh. finalement un peu «tiède» entre guillemets, quoi. Et Ouais. où la création au sens humain, au sens artistique, finalement, bah, sera encore capable de sortir quelque chose d'étonnant, alors que ces modèles génératifs vont peut-être finir par tendre vers une sorte de moyenne. Alors ça, c'est marrant ce que tu dis, donc c'est enfin, en fait, là, ce serait quand même un danger. Enfin, on peut tout à fait imaginer, beaucoup, beaucoup de générations de et de publications sur internet, en fait, grâce à ces outils. Je disais tout à l'heure que une des inquiétudes principales sur ChatGPT, c'était que ça sorte des fake news, hem que ça fasse de l'activisme politique, mais qu'en fait, on s'est rendu compte que là, c'est très, très, très utilisé pour, heu, remplir, du SEO, pour, remplir, des ads, des publicités, heu, plein de contenus comme ça e-commerce qui au final va certainement peupler internet. Et ce que tu dis, c'est qu'au final, bah, là, tout ce contenu qui va arriver, il faut quand même s'en méfier, pour la globalité du savoir qu'il y a sur internet. Mmh. Oui, oui, et qu'on on risque de tendre vers une saturation, si on n'y est pas déjà, hein, parce qu'on n'a pas attendu Mmh. ChatGPT pour avoir des fake news ou heu et effectivement, on va être peut-être, tendre vers une saturation de ces contenus qui seront Mmh mh. générés, et on se rendra plus compte, alors même là on parlait du
quand même tout à l'heure du test de Turing, les images de Ouais. Dall-E aujourd'hui sont étiquetées, hein, en bas à droite avec un petit logo qui sait bah, qui permet de dire voilà, que c'est bien quelque chose produit par un modèle génératif. D'accord, donc il y Euh, a un watermarking quoi sur ces images. oui. Après, est-ce qu'on sera capable d'avoir ça sur, le texte généré par, les outils, ChatGPT et autres? Mmh. Alors c'est plus compliqué, c'est pas infaisable. Le petit problème entre guillemets, c'est que les seuls qui seront sans doute capables de le faire, c'est OpenAI aussi parce Ouais. qu'effectivement ils auront, en maîtrisant la technique, la technologie du modèle, ils seront sûrement capables aussi de développer le modèle qui saura détecter les, Mmh heu, mh. les textes générés. Hem, voilà, donc on va mettre finalement, c'est un peu comme si le gendarme et le voleur étaient la même personne, Ouais. dans cette course effrénée qu'on a, par exemple aussi sur le hacking et Ouais. donc oui, oui, c'est quelque chose qui peut être assez déconcertant pour le futur sur lequel on se projette et où au final, c'est encore une fois notre capacité d'attention, enfin en tout cas notre temps disponible qui va en prendre un coup parce qu'on va être encore plus submergé de contenu et je crois qu'une des, finalement une des clés, hein, ça restera la déconnexion et ça Ouais. sera intéressant de voir comment les générations qui ont baigné depuis leur naissance dans le numérique Ouais. vont jouer avec ça et finir peut-être par en décrocher. Ouais, en effet, ben, tu vois, moi, ce que tu dis, oui, moi, je peux imaginer devant une trop grande profusion de contenu et et heu et la réaction qu'on peut avoir aussi face à cet outil qui peut être déstabilisant quand même par rapport à ce qui sort, heu, une partie de la population qui va être vraiment anti, ou qui veut pas toucher à ça et qui va même vouloir plus se déconnecter. Ouais. Mmh. Hem, même si je suis très positif, et optimiste, voilà, et comment est-ce que tu vois donc, ça dans l'éducation, par exemple? Aujourd'hui, c'est un peu un sujet récurrent. Heu, il va falloir apprendre à apprendre différemment, quoi. Mmh. Oui et alors en réfléchissant à cette thématique, moi j'ai repensé à comment je faisais en fait moi quand collégien, lycéen, je devais, poser je sais pas, un devoir d'histoire géo ou enfin une dissertation. En fait, j'allais à la bibliothèque de mon quartier, j'ouvrais, l'Encyclopédie Universalis, parce qu'à l'époque Ouais. Wikipédia n'existait pas. Ça peut paraître bizarre, mais et donc en fait, je recopiais des petits passages de l'Encyclopédie Universalis. J'imagine que mes enseignants étaient pas en capacité d'avoir un outil qui leur permettait de dire: «Tiens, ça c'est une photocopie Mmh mh. de tel volume». Mais par contre, je pense qu'au style d'écriture, ils devaient se douter que c'était pas exactement les formulations que j'aurais pu employer. Mmh. Hem, ce qui a changé, c'est l'échelle, hein. Aujourd'hui, c'est la facilité, à accéder à ça. On n'a pas à se rendre à la bibliothèque, on n'a pas, il y a plusieurs versions de l'encyclopédie et on a alors là, je reviens un petit peu à la technique, mais GPT-3 en fait, hein, est bien je réinsiste là-dessus parce que je pense que c'est vraiment un message important. C'est un moteur qui génère les prochains mots, hein. Voilà, c'est pas beaucoup plus que ça finalement, mais c'est déjà énorme quand on voit la qualité du résultat. Les prochains mots Hem, les plus probables. Ouais, ouais, non, les c'est hyper prochains mots important. les plus probables. Mais ce qui veut dire que si on rejoue, si on régénère la réponse finalement, vu que tout ça c'est statistique, c'est peut-être pas certain qu'on retombe 2 fois sur exactement la même réponse. Alors Et d'ailleurs ça c'est hyper important, Paul. C'est mmh, et je pense que même moi je le découvre vraiment. C'est même difficile je trouve à bien appréhender. oui. Chacun a un contenu, unique et personnalisé, par rapport à sa requête et au moment où il fait sa requête. Hem, est-ce que par exemple si je fais une requête en ce moment et que tu fais la même, on est-ce qu'on risque d'avoir la même chose ou pas? Alors, tout dépend de notre question. Si notre question est vraiment très précise, il y a de très fortes probabilités qu'on ait des réponses quasi similaires. Tu vois, j'aime bien utiliser les je t'ai pas dit que c'était la même chose, j'ai pris plein de Mmh. paraphrases pour le dire, mais ça, c'est pas une Ouais, formation de statisticien. carrément. Mmh. Heu, mais en tout cas, si on est sur quelque chose de très générique, oui, là, effectivement, il y aura une part de ce qu'on appelle de stochastique, hein, ou d'aléatoire, de hasard, finalement, qui va faire que, on va peut-être pas piocher le même prochain mot dans la phrase. Et là, ce qui est intéressant, c'est que quand on utilise justement GPT, les API de GPT-3, on a ce paramètre-là qui est, sur lequel on peut influer. C'est ce qu'on appelle la température, en fait, hein, voilà, c'est le terme technique. Ouais. C'est un petit score qui va entre 0 et 1. Si je le mets à 1,
je force le modèle en fait à me répéter toujours la même chose. Si je le mets à 0, Oui. je lui laisse beaucoup plus de latitude dans son exploration des termes et effectivement, on pourrait avoir des choses qui vont légèrement différer ou différer beaucoup, mais là, tout dépend de la question de départ. Et ça c'est intéressant. C'est ce qu'on voit dans GPT-3, ce qu'on voit pas dans ChatGPT à la base, qui est, justement réduit pour être plus facile à utiliser et cette température avec, une notion de créativité qui intervient. Ouais, tout à fait. Mais Et il y mais a oui, pardon, il oui, y a un second point quand même très important aussi qui différencie ChatGPT de GPT-3 sur cet aspect-là, c'est la capacité du chat à se souvenir des échanges précédents, en fait. Et ce qui ferait qu'aussi on pourrait être amené à avoir des réponses différentes parce qu'on aurait déjà avoir eu plusieurs échanges avec le bien modèle sûr. d'IA. Donc là, c'est la mémoire en fait de Mmh. ce chat, où en fait d'une certaine manière, heu, en posant plusieurs questions, enfin en utilisant des prompts, on contextualise pour le modèle quoi, c'est ça? Mmh. Ouais, exactement. OK. Mais alors je repose la question, mais si on pose toi et moi exactement la même chose à ChatGPT, exactement la même question, tu penses qu'on a la même chose ou pas? Au mot pour mot? Faudrait faire l'expérience. Il faudrait faire l'expérience et J'ai pas et on le ferait entre 2 plaques géographiques différentes Mais je crois que c'est et marrant parce qu'en fait, chacun le fait de son co chacun utilise cet outil de son côté. Enfin, c'est aussi quand même un point intéressant, tu vois? Enfin, bon, comme plein d'outils, technologiques aujourd'hui, chacun l'utilise de son côté et de manière isolée, quoi. Tu vois? On n'est pas à 3 sur, la barre de recherche, donc et je pense que ça faut se rendre compte, voilà aussi que petit à petit, je pense que ça va être une évolution, on va avoir des résultats très personnalisés, quoi. mmh, Le modèle va peut-être finir par nous connaître. En tout cas, aujourd'hui, il commence déjà à enregistrer nos requêtes. OK. Super intéressant. Bah, écoute, on fera ce test ensemble. Heu, donc peut-être pour aller plus loin, toi Paul, en fait, quelle timeline tu as sur, l'intelligence artificielle? Est-ce que tu penses, tu as parlé de Galactica tout à l'heure qui est un très bon exemple, mais il y avait eu Lambda de Google, qui avait fait peur à un ingénieur de Google ou en tout cas qui l'avait impressionné. On avait parlé de sentience, donc non pas de conscience, mais de sentience, donc conscien de enfin de du fait que le modèle savait qu'il existait, et qu'il était, là. Il y avait pas forcément conscience et qu'il était pas forcément au courant de ce qui l'entourait, mais qu'on avait l'impression de développer donc une intelligence artificielle comme dans les films, qui prend vie. Qu'est-ce que mmh. tu penses de ça? Non, je pense que là, enfin, ou ce qu'on peut mettre derrière le terme de singularité aussi, hein, dans l'IA, je pense qu'on en est très loin et enfin, moi, j'attends toujours de voir la voiture vraiment autonome, parce que ça, c'est voilà, il y a quand même quelques échecs aussi ou des retards, dans ces recherches-là. Hem, non, je pense le bouleversement qu'on vit, il est plus sur la capacité d'un seul modèle à réaliser plusieurs tâches et déjà ça, c'était quand même quelque chose d'assez, Mmh. enfin voilà, une étape qui vient d'être franchie et qui est assez forte. Hem, je sais pas vraiment comment, j'ai du mal à alors pourtant la prévision, c'est mon travail au quotidien, mais là pour ce que deviendra l'IA sur les prochaines années, c'est pas simple à dire. On est tellement surpris, quasiment quotidiennement dans nos métiers là. Mais ce qui est certain quand même, c'est qu'il va falloir prendre en compte quelque chose qui est l'environnement fini, hein, dans lequel on vit et qui va faire qu'on va peut-être pas être en capacité d'entraîner des modèles, enfin de monter à l'exponentielle sur les la quantité d'hyperparamètres de ces modèles de réseaux Mmh. profonds, en fait. Et c'est parce pour des questions énergétiques, hein, tout simplement, voilà, où ça va être Ouais. compliqué à un moment de tenir ça ou de justifier finalement, de justifier qu'on va dépenser des je sais pas, Mmh l'équivalent mh. du nombre de centrales nucléaires pour aller entraîner un modèle. Donc je pense on va arriver peut-être à un moment où le tout technologique est vraiment aujourd'hui, enfin, incarné par l'IA, va peut-être se prendre de face la sobriété nécessaire sur laquelle on va arriver pour si on veut sauver notre espèce. Ouais. Ah évidemment, bah, je pense que ça va faire partie des grands sujets, des grands débats de 2023, par rapport en tout cas, enfin on sait que
que cette IA, ben, a besoin de serveurs Azure, AWS, et de beaucoup d'énergie, en nombre et de beaucoup d'énergie pour tourner et pour être développé. En effet, c'est des sujets qui risquent d'arriver, très vite. Ouais, tout à fait. Hem Et donc Paul, notre petite question aussi donc, peut-être pour finir donc, c'est, est-ce que toi tu as un livre, ou un film de science-fiction, heu, que tu aimes beaucoup et ou tu aurais envie de conseiller à notre audience? Je vais pas être très original parce que celui qui me vient à l'esprit, c'est La Guerre des mondes de Wells, mais juste pour 2 raisons, pour, justifier mon choix. Alors, pour l'aspect radiophonique, parce que enfin, ouais, si on se souvient de l'anecdote où effectivement, il a commencé la lecture de son livre à la radio et il a priori fait peur à pas mal de monde sur Mmh. l'arrivée des extraterrestres sur la Terre. Et pour une autre raison qui est, alors je vais pas divulgacher la fin du livre pour Ouais, celles qui l'auraient pas encore lu, mais il y a quelque chose, moi, en mars 2020, c'est ça, ça m'est revenu en tête, voilà, qu'effectivement, il y avait des choses qui résonnaient beaucoup sur la fin du livre et ce qu'on a pu traverser à ces moments-là. Mais bon, voilà, ouais, ouais, je laisse aux auditeurs, aux auditrices le soin d'aller relire ou relire pour voir à quoi je fais référence. bien sûr, donc La guerre des mondes de Wells, donc super. Bah, merci Paul. Merci beaucoup Paul. Merci Bah, écoute, Nicolas. c'était un plaisir de te recevoir. Tu me disais que tu avais un blog aussi en fait, Alors, un blog où j'écris justement en ce moment autour d'Azure OpenAI, donc qui s'appelle méthodidact.org. Et puis, bah, je fais un petit peu de podcast aussi en loisir mmh avec les copains du Big Data Hebdo. Donc trop pas bien. tout à fait hebdomadaire parce qu'on trouve pas assez de temps, mais voilà, vous pouvez m'entendre là pour là, c'est vraiment des news de data très pointues Ah bah, écoute, entre geeks, mais voilà, c'est un autre style. bah, on ira voir, mais super intéressant. Merci beaucoup en tout cas, merci pour ton éclairage et c'était un plaisir de te recevoir Paul et je te dis à bientôt. Merci encore. Merci, à bientôt.